Bonjour et bienvenue à Tous sous oiseaux, la balado-diffusion qui vous parle des oiseaux du Québec en français. Gaspard Tanguay-Labrosse au micro, cette balado-diffusion est une production de Québec Oiseaux. Alors, on doit vraiment commencer par nous excuser pour le petit hiatus. C'était un retard dans la publication de la balado du mois de juin qui s'est transformé assez rapidement, sans que ce soit dans notre contrôle, en vacances imprévues d'un mois. Donc, on a dû sauter le mois de juin et on vous présente cet épisode au mois de juillet. La balado-diffusion a vraiment une toute petite équipe et de mon côté, j'ai eu quelques imprévus qui m'ont empêché de faire les choses dans les temps et je m'en excuse vraiment. Heureusement, tout ça est lié à un événement heureux dans ma vie et ça devrait rentrer dans l'ordre pour les mois à venir. On espère pouvoir revenir à notre régime d'un épisode par mois. Vous avez remarqué donc que nos entrevues, malheureusement, ont été faites aussi en juin, donc elles ont peut-être un petit décalage avec l'actualité ornithologique en raison de ce retard. En effet, Camille Dufresne nous a préparé une chronique de grande qualité sur les oiseaux nicheurs dans votre cours. Il n'est évidemment pas trop tard pour adapter votre cours pour les oiseaux nicheurs, comme certains d'entre eux auront plus qu'une nichée pendant l'été ou vont nicher plus tardivement. Ces informations précieuses pourront être utilisées de toute façon dans les années à venir également. La chronique de Camille suit une entrevue que j'ai réalisée avec Véronique Connelly, qui est biologiste et qui va nous parler d'un oiseau menacé qu'on retrouve partout dans le sud du Québec, jusqu'en Gaspésie, jusqu'au Saguenay et à l'ouest jusqu'au Témiscamingue, le martinet ramoneur. Cette entrevue a été inspirée par 2 soirées extraordinaires que j'ai passées à observer les martinets pour le suivi du Service canadien de la faune. Et j'espère qu'on va vous donner le goût de vous impliquer, vous aussi, dans ces programmes de sauvegarde du martinet. Alors, je rejoins à Sherbrooke Véronique Connelly, qui est biologiste consultante pour le Service canadien de la faune et qui est responsable du programme de suivi du martinet ramoneur. Bonjour Véronique, merci d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui. Bonjour, ça me fait plaisir. Commençons peut-être par poser un peu nos premières pièces, puis nous dire déjà comment est-ce que ça vit un martinet ramoneur? Quel genre d'oiseau est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Et qu'est-ce que c'est son mode de vie? Le martinet ramoneur est un insectivore aérien, c'est-à-dire qu'il se nourrit d'insectes qu'il capture en vol. D'ailleurs, quand il n'est pas affairé aux diverses tâches reliées à la nidification, il passe la majorité de ses journées en vol. Donc, les martinets passent leur journée à chasser les insectes, puis en soirée, vers l'heure du coucher du soleil, ils se rassemblent à un dortoir, un site de repos, à l'intérieur duquel ils passent la nuit. Le nombre d'oiseaux qui se rassemblent de cette façon peut varier entre quelques dizaines à plus de 1000 oiseaux. Ah oui, OK. C'est quand même énorme. Puis, de quoi ça a l'air, en gros, là, parce que les gens ont peut-être pas une image très claire. Il y a un vol vraiment très, très particulier, le martinet. Donc, lorsqu'on le voit voler dans le ciel, à quoi ça ressemble? Oui, un martinet, en fait, on le surnomme le cigare volant. Ah oui. Parce qu'il y a bien des gens qui disent qu'il a un corps en forme de cigare. Donc, il est d'une couleur gris sombre, puis il a des ailes plutôt longues et très effilées. Puis en effet, il a un vol très rapide et très nerveux, c'est qu'il change souvent de direction. Puis pour les gens qui veulent faire un peu la différence avec les hirondelles, les ailes sont un peu comme en espèce de forme, un arc. Lorsqu'on les voit au loin dans le ciel, elles sont pas vraiment. L'oiseau est pas vraiment en forme de triangle, il est comme en forme de demi-cercle d'une certaine façon. Oui, un peu en forme de boomerang, si on peut dire là. Puis il a une queue qui est plus courte que celle des hirondelles. Alors c'est une façon de le reconnaître. Et puis il faut mentionner, alors le martinet ramoneur au Québec, donc les populations ont une histoire quand même assez particulière. Comment est-ce que cet oiseau-là s'est établi ici? Oui, donc avant la colonisation européenne, c'est probable qu'il nichait principalement à l'intérieur de grands arbres creux dans les forêts anciennes. Puis lorsque l'exploitation forestière à grande échelle a commencé au début du 19e siècle, les forêts contenant les arbres recherchés par l'espèce sont devenues de plus en plus rares. Donc les martinets ont commencé à utiliser les structures construites par l'humain, en particulier les cheminées, pour nicher et se reposer.
Et d'où leur nom d'ailleurs, ramoneurs, Oui, en effet. parce qu'ils sont associés évidemment aux cheminées. C'est ça. Ils sont surtout associés aux cheminées, mais ils utilisent aussi d'autres structures anthropiques pour nicher, en particulier comme des granges, des puits, des silos. Et ils utilisent de gros arbres creux en milieu forestier, comme j'ai mentionné, comme à l'origine. Ah oui, puis évidemment, ben, au fur et à mesure que, bon, dans le sud du Québec, il y a presque plus de forêt qui est originelle, c'est-à-dire que tout a été au moins coupé une fois au complet. Puis donc, évidemment, dans ce temps-là, les forêts plus jeunes ont moins tendance à avoir des très, très gros arbres morts, creux, dans lesquels les oiseaux peuvent se réfugier. Oui, en effet, c'est ça. Donc aujourd'hui, le martinet ramoneur est principalement associé aux zones urbaines et rurales où des cheminées sont disponibles. Puis on ne connaît pas la proportion de la population qui est associée aux forêts matures. D'ailleurs, au Québec, il y a seulement 6 cas de nidification en milieu naturel qui ont été répertoriés depuis 1964. Ah oui, c'est Parce que très peu. c'est très difficile de les déceler en milieu forestier là, quand ils pénètrent dans leur Ah oui. site de nidification ou dortoir. Puis d'autant plus que là, on va en parler un petit peu plus tard parce qu'on va parler du suivi. Disons que lorsqu'ils rentrent dans les dortoirs, souvent c'est assez tard le soir. Puis donc Ouais. c'est un oiseau qui a tendance simplement en plein jour à se promener puis à chasser. Puis donc en forêt, j'imagine ça va être encore plus difficile de détecter que l'oiseau est de retour au nid, par exemple. Oui, en effet. Et puis donc là, on dit, alors, ils ont changé un peu leur façon de fonctionner, leur façon, ils se sont adaptés finalement au milieu urbain. Et puis, quelle est la tendance qu'on peut observer dans les populations de martinets ramoneurs depuis les dernières années ou depuis les dernières décennies? Ben, selon les données du relevé des oiseaux nichards, la population au Québec aurait diminué de 80 Ouf! entre 1970 et 2019. Puis pour l'ensemble de la population canadienne, c'est un déclin de près de 90 qui a Oh, été wow! observé. Mais quand on regarde le déclin à court terme, c'est-à-dire en 2009 et 2019, ce déclin est toutefois moins important. Là, on a observé une diminution d'environ 7 Donc, il y a toujours un déclin, mais il semble un peu moins sévère. Donc, ça se stabiliserait tranquillement. On espère. On espère, oui. Pour quelles raisons est-ce que le martinet est en déclin? Est-ce qu'on a quand même des pistes d'idées pourquoi il serait en déclin en ce moment? Oui, donc il y a plusieurs facteurs qui semblent responsables. Une diminution des populations d'insectes dont il se nourrit et des changements dans la composition de ces communautés d'insectes semblent être en cause. Ces changements dans les populations d'insectes résulteraient entre autres d'une utilisation excessive de pesticides, autant sur les aires d'hivernage, de migration que de nidification. Un autre facteur qui est en cause, c'est la modification, la démolition des cheminées. La plupart des cheminées qui offrent un habitat adéquat aux martinets ont été construites avant 1960. Donc, plusieurs sont en piètre état et doivent être démolies ou rénovées. Certaines modifications apportées aux cheminées, par exemple, incluent l'ajout d'un pare étincelle, d'un chapeau ou d'une grille sur le dessus de la cheminée, ce qui rend cette dernière inaccessible aux martinets. Ah oui, d'accord. Et, et puis, quel est le statut en ce moment du martinet ramoneur au Canada? Pourquoi est-ce que vous effectuez un suivi? Est-ce qu'il y a un statut particulier à cet oiseau-là? Oui, donc en 2007, le martinet ramoneur a été évalué comme espèce menacée par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada et il est protégé depuis 2009 en vertu de la loi sur les espèces en péril du gouvernement fédéral. Et donc là, la COSEPAC a statué sur le statut du martinet ramoneur, a déterminé qu'il était en péril. Et donc, vous, comme consultante, vous devez effectuer le suivi pour vous assurer finalement que la tendance, on est en train de l'inverser. Alors, comment est-ce que vous effectuez ce suivi-là des populations de martinets ramoneurs? Oui, bien en fait, c'est ça. Une des tâches du Service canadien de la faune est de faire un suivi de l'espèce au Québec afin d'identifier les dortoirs et les sites de nidification et d'y dénombrer les martinets. Puis c'est en 1998, en fait, que le Service canadien de la faune a mis en place ce programme d'inventaire du martinet ramoneur.
afin d'acquérir de meilleures connaissances sur cette espèce parce qu'à l'époque, elle était peu connue. Et puis, donc, ce programme a permis en premier lieu de découvrir des sites utilisés par l'espèce, puis de préciser la chronologie de présence et l'aire de répartition du martinet ramoneur dans la province. Donc, en 2013, le Service canadien de la faune, Oiseaux Canada et Manitoba Chimney Swift Initiative ont mis en place un programme national de suivi des dortoirs du martinet ramoneur. Donc, depuis 2013, des inventaires ont lieu au Québec, en Ontario, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse à 4 dates fixes à la fin du mois de mai et au début de juin. Et ils sont effectués principalement par des bénévoles. Donc, cette année, au Québec, ce sont près de 100 bénévoles qui ont fait le suivi de 53 dortoirs répartis dans 13 régions du Québec. Et puis, je tiens justement à remercier tous les bénévoles pour leur participation, dont vous, Gaspard, car ce serait impossible de faire un suivi à une si grande échelle sans l'aide de tous ces enthousiastes des martinets. Je vous dirais, pour parler de mon expérience personnelle, moi, c'est la première année que je faisais ce suivi-là. Puis donc, la cheminée qu'on inventoriait il y a à peu près, en tout cas, quand nous, on est allé un petit peu plus de 400 martinets qui rentraient là le soir. Puis c'est vraiment un spectacle vraiment incroyable, là. Je dois avouer que je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais qu'on allait compter 3 ou 4 dizaines de martinets. Puis d'en voir 400 qui tournent autour de la cheminée tous en même temps le soir, là, puis qui rentrent d'un coup en très, très peu de temps. C'est vraiment un spectacle là, que je recommande. Enfin, je recommande évidemment aux gens, si vous avez la chance de vous impliquer en faisant le suivi. Ça prend pas beaucoup de temps. C'est le soir, comme ça, c'est très agréable. De toute façon, pour les oiseaux, il n'y a pas grand-chose d'autre à observer à ce moment-là de la journée. Et évidemment, même si vous avez pas la chance de le faire de façon bénévole, en tout cas, une fois par année, de vous déplacer à un dortoir qui est pas loin de chez vous, puis d'aller observer ça, c'est vraiment spectaculaire, puis c'est vraiment agréable, en tout cas. Et puis donc, les gens font le suivi, puis après, bon, ces dortoirs-là vont être identifiés. Comment est-ce qu'on fait après, lorsqu'on a identifié ces cheminées-là, pour protéger ces environnements-là? Comment est-ce qu'on peut essayer d'empêcher le déclin du martinet? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Oui, bien, pour empêcher le déclin du martinet, il s'agit d'adresser les menaces responsables de ce déclin et de trouver des façons d'atténuer ces menaces. Par exemple, les propriétaires des bâtiments utilisés par le martinet vont jouer un rôle clé dans le soutien au rétablissement de l'espèce. Donc, ça va être très important de travailler en étroite collaboration avec ces derniers afin de les sensibiliser et de les aider à mener des actions d'intendance appropriées. D'autres actions de conservation visant à maintenir la diversité et l'abondance des insectes qui vont être cruciales pour soutenir le rétablissement du martinet ramoneur. Puis, une autre priorité, ce serait de promouvoir la conservation ou la création d'habitats naturels afin d'encourager l'espèce à dépendre davantage des sites naturels, comme elle le faisait dans le passé, parce que les cheminées ne seront pas toujours là. Ben oui, c'est justement, moi, c'est un des aspects qui m'intéressait le plus de discuter de cette espèce-là. C'est le fait que c'est une problématique où l'habitat est essentiellement urbain, puis les cheminées, finalement, elles sont là, mais elles appartiennent toutes à quelqu'un, en tout cas, que ce soit un particulier, des entreprises. Oui. Dans notre cas, en fait, c'est à l'Église. Et donc, les gens ont le droit, théoriquement, d'effectuer des modifications à leur cheminée. C'est leur bien. Puis donc, ça doit quand même être un peu difficile là, de convaincre les gens de maintenir ces cheminées-là dans leur état pré-1960, lorsque ça peut être en contradiction avec leurs besoins, avec le besoin qu'ils ont par rapport à l'utilisation du bâtiment. Oui, ben c'est comme j'ai mentionné plus tôt, veut pas, justement, vu que ce sont des cheminées sur des bâtiments qui ont été construits avant les années 1960, ben les cheminées ont besoin d'un entretien, puis des fois de rénovation. Donc, le défi principal lorsqu'on vise à protéger une espèce en milieu urbain et que son habitat se trouve principalement sur des terres privées. Mais le martinet ramoneur est protégé par la loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs et la loi sur les espèces en péril.
Et ensemble, ces deux lois-là protègent les individus, les résidences et les nids, peu importe où ils se trouvent au Canada. Donc, je dirais que le défi est que le public n'est souvent pas connaissant de cette législation. Et c'est pour cette raison que d'importants efforts de sensibilisation sont nécessaires. Mais c'est aussi une opportunité extraordinaire pour le public de contribuer au rétablissement d'une espèce en péril. Ben oui, parce qu'effectivement, pour les gens qui résident dans les grands centres urbains du Québec, c'est assez rare qu'une espèce menacée à travers le Canada va être présente de façon aussi constante dans nos régions. Enfin, moi, j'habite sur l'île de Montréal, puis c'est évident qu'il n'y a pas énormément d'espèces menacées là, qui peuvent être trouvées sur l'île. Souvent, ça va être dans des habitats un petit peu plus fragmentaires ou plus rares, mais donc c'est vraiment une chance qu'on a. Et donc, ce que vous voulez dire aussi, c'est que ces lois-là, par exemple, s'il y a des nids de martinets ramoneurs installés dans la cheminée, de les déranger ou de les tasser pendant la période de nidification, ça contrevient en fait à la loi sur les oiseaux migrateurs. Donc, les gens sont responsables de s'assurer que ces oiseaux-là ne soient pas mis en danger. Oui, en effet. Puis, est-ce qu'il existe des alternatives aux cheminées? Parce que là, bon, évidemment, rétablir des milieux naturels, des forêts matures, ça prend évidemment énormément de temps. On ne sait pas dans combien de temps on va avoir des forêts qui vont ressembler à ce qu'il y avait avant que les colons commencent à tout couper. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des alternatives, des espèces de nichoirs, des dortoirs artificiels qu'on peut installer? Oui, bien, dans certaines régions des États-Unis, la construction justement de tours à martinets qu'on appelle a eu du succès, mais malheureusement, c'est pas le cas au Canada. Le succès est vraiment limité malgré des efforts quand même importants. Il reste encore la recherche à faire sur les caractéristiques de ce type de structure là, qui peuvent maximiser l'utilisation par le martinet au Canada, parce qu'il y en a plusieurs qui ont été installées, mais elles n'ont pas été adoptées par le martinet. Certaines, oui, mais on peut les compter sur les doigts de la main, là. Donc, il y a aussi un coût élevé pour de telles structures et le temps investi pour leur réalisation qui représente des facteurs limitatifs. Donc, à ce stade, les tours à martinets au Canada ne semblent pas une solution de rechange envisageable, malheureusement. Et donc, ça plaide d'autant plus pour la préservation des structures existantes que les martinets semblent apprécier et utiliser massivement. Oui, puis parfois, il y a beaucoup de propriétaires qui ne sont même pas conscients de la présence du martinet ramoneur dans leur cheminée. Mais dans d'autres cas, les oisillons, durant la nidification, là, les oisillons peuvent se faire très bruyants, alors leur présence peut être, dans certains cas, facilement détectée. Mais c'est ça, c'est la méconnaissance de cet oiseau peut provoquer l'intolérance des propriétaires devant la présence de martinets dans leur cheminée. C'est qu'il y a des gens qui pensent parfois que la présence des martinets dans une cheminée peut représenter des risques de dommages, d'incendie ou de danger, même pour la santé, mais ces risques sont nuls. Okay. Alors, c'est pour ça qu'il y a un grand travail de sensibilisation à faire auprès des propriétaires. Puis en fait, il y a quelques années, Québec Oiseaux a entrepris une initiative d'intendance auprès des propriétaires de cheminées utilisées par les martinets. C'est 183 propriétaires qui ont été informés par téléphone ou en personne de la présence de martinets dans leur immeuble. Et puis la grande majorité, soit 86%, a accepté de coopérer à la protection de l'habitat. Oui, lorsque les gens sont mis au courant de tous les enjeux, en tout cas, avec plaisir, ils vont se prêter au jeu puis participer finalement. On espère. C'est pas tout le temps le cas parce qu'il faut dire qu'il y a des coûts associés, par exemple, à la rénovation d'une cheminée, là. Oui, en effet. Puis aussi, c'est certain que je pense que pour beaucoup de gens, le fait d'avoir un animal comme ça à l'intérieur de notre résidence, en tout cas, il y a plusieurs animaux qui ont un potentiel nuisible lorsqu'ils font leur nid chez nous. Alors, je peux très bien imaginer que pour certains propriétaires, ça effraie un peu, où on se dit, est-ce que ça va causer des problèmes comme un nid d'écureuil, je sais pas, ou des choses comme ça. Mais... Oui, mais comme j'ai dit, c'est ça, il y a
puis il n'y a pas de risque là, de dommages. Vraiment, le nid est tellement petit, puis ils sont là pour une portion de l'été. Oui, ça se fait quand même assez vite, là, même. C'est des oiseaux qui arrivent relativement tard au printemps par rapport à d'autres oiseaux, puis en tout cas qui sont partis assez tôt. Là, C'est ça. La couvaison est quand même la durée de la couvaison est d'environ 20 jours. Ensuite, les jeunes sont dans le nid de 14 à 19 jours, mais généralement, ils prennent pas leur envol avant 30 jours. Parce que là, le nid est tellement petit que les jeunes prennent beaucoup de place. Alors, ils vont comme quitter le nid, mais ils vont rester accrochés sur la paroi de la cheminée. Mm-hmm. Puis, quand ils ont environ 30 jours, ils vont prendre leur première envolée. Là. D'ailleurs, c'est ça, j'ai pas tellement parlé du nid, mais c'est ça, même s'il démontre un comportement grégaire au dortoir, le martinet ramoneur ne niche pas en colonie. Et à une époque, entre autres à l'époque de l'Atlas, le premier Atlas des oiseaux nicheurs du Québec, on croyait que c'était le cas, qu'ils nichaient en colonie parce qu'on les voyait en grand nombre dans les cheminées. Mais on retrouve un seul nid par cheminée. Puis le nid est construit à partir de petites brindilles mortes que les oiseaux arrachent des arbres en vol, puis ils les collent avec leur salive à une paroi verticale de leur site de nidification. Mon Dieu, puis, puis c'est ça. Les deux parents partagent les tâches de la construction du nid, de la couvaison et de l'alimentation des jeunes. Et puis à l'occasion, ils peuvent être aidés par un ou deux individus pour couver les œufs et nourrir les oisillons. Donc, à un site de nidification, une cheminée utilisée pour la nidification, on peut parfois voir jusqu'à 4 individus qui occupent ce site. Puis ces individus sont généralement des oiseaux qui n'ont pas trouvé de partenaire ou dans certains cas, ils peuvent être apparentés au couple nicheur, c'est-à-dire que ça peut être un jeune du couple nicheur qui est né l'année précédente. Oh, wow! Ah, c'est quand même un comportement assez complexe. Alors, Véronique Coligny, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir parlé de cet oiseau-là. Évidemment, on invite les gens, si vous le pouvez, à vous impliquer pour protéger cet oiseau-là. Puis bon, si vous avez une cheminée, si on a de la chance qu'on touche des gens qui ont des martinets dans leur cheminée, évidemment, à les protéger. Puis, on est content de savoir que pour l'instant, dans les dernières années, le déclin a semblé freiner. On espère que ça va éventuellement se stabiliser et repartir à la hausse. Donc, on se croise les doigts. Oui, bien, merci beaucoup de m'avoir invité. Puis, si l'année prochaine, il y en a qui sont intéressés, nous, on a toujours besoin des bénévoles pour faire le suivi des dortoirs. Alors, l'invitation est lancée. Merci. Merci. Alors, je rejoins au téléphone Camille Dufresne à Lennoxville. Camille qui est toujours là pour nous parler, évidemment, des façons d'aménager notre jardin pour attirer les oiseaux. Et aujourd'hui, on va parler, évidemment, on est en juin, d'attirer les oiseaux nicheurs. Donc, en général, la plupart de nos oiseaux profitent du mois de juin, du début de l'été, pour nicher. D'abord, Camille, merci d'être avec nous. Oui, ça me fait plaisir. Donc, il y a des façons dont on peut aménager notre jardin pour attirer les oiseaux nicheurs. Donc, attirer les oiseaux pour qu'ils fabriquent leur nid, pondent leurs œufs et mettent une nichée au monde. Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà, est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'on fait ça? Bon, oui, c'est possible. On peut rendre notre jardin propice à accueillir certaines espèces d'oiseaux pour nicher. À la base, les besoins des oiseaux sont les mêmes dont on parle au fil de différentes chroniques. C'est que les oiseaux, dans notre cours, doivent trouver un abri contre les prédateurs et les intempéries. Ils doivent trouver de la nourriture. Et si on veut qu'ils nichent, bien naturellement, ils doivent avoir des conditions favorables pour établir leur nid. Parce que chaque espèce a des besoins spécifiques. Et dans notre cours, ça ne répond pas nécessairement aux besoins de l'ensemble des oiseaux du Québec, naturellement. Fait qu'il y a deux façons d'essayer de créer un milieu propice à certaines espèces pour nicher, soit en créant des aménagements qui sont favorables à ce qu'ils construisent leur nid dans nos aménagements paysagers, ou si on installe des nichoirs qui sont adéquats pour répondre à leurs besoins dans des sites qui sont propices à ce qu'eux vont trouver dans leur milieu naturel habituellement. Il y a des espèces qui sont plus familières dans notre terrain, dans nos cours, et qui vont accepter plus facilement de nicher dans notre cours. Par exemple, la mésange à tête noire.
Elle, on la voit beaucoup l'hiver, mais elle peut nicher dans notre cour si on lui fabrique un petit nichoir spécialement pour ses besoins. Par exemple, la tourterelle triste, elle aussi, elle niche beaucoup dans les grands pins, dans les grands conifères. Si on fait des petites coupoles en broche et puis qu'on les place dans les grands pins, il y a des chances pour que les tourterelles les utilisent. Oh. Si on prend un autre exemple au niveau des aménagements paysagers, le moqueur-chat. Le moqueur-chat ne niche pas dans un nichoir en bois, mais il va nicher, il va faire son nid dans des bosquets denses, dans les jardins, dans les vergers, dans les fourrés épais là, où est-ce qu'il y a des arbustes. Et si en plus il y a des petits arbustes fruités comme des cerisiers ou des camérisiers autour, c'est très possible qu'on le voit nicher dans notre cour. Fait qu'en gros, ça peut être comme ça, il faut choisir soit les aménagements ou soit construire des nichoirs adéquats. Ah oui. Puis, donc, je sais que tu m'as fourni une liste d'espèces qui sont assez familières, qui peuvent habiter dans notre cour, en ville ou en milieu rural. Là-dessus, j'en vois même le moucherolle phébie. C'est un oiseau où on n'a quasiment pas besoin, en fait, de lui aménager nécessairement quelque chose. C'est un oiseau qui a même l'habitude, en fait, de construire son nid à même les structures humaines. Oui, c'est ça. Et on y voit souvent en dessous des ponts, un vieux garage, une corniche. Alors ça, c'est une chose que si on n'a pas ça chez nous, on peut le faire avec notre garage. Faire une petite tablette dans un coin du garage ou si on a un abri d'auto qui n'est pas fermé, qui reste ouvert, faire des petites plateformes puis pour qu'il puisse établir son nid. Lui, il fait un nid un peu en boue, avec de la boue, pareil comme le miel d'Amérique. Et à ce moment-là, il peut établir son nid sur les structures qu'on a chez nous. Là, tu as parlé de nichoir. En général, à quoi ça ressemble le nichoir type? Puis qu'est-ce que ça remplace en termes de structure qu'on retrouverait dans la nature lorsque les oiseaux ont besoin d'un nichoir qu'ils ne peuvent pas trouver dans notre cour? Bien, ce qu'on dit souvent, c'est que les oiseaux qui vont accepter des nichoirs artificiels, un nichoir construit par l'homme, c'est la plupart du temps les oiseaux qui vont nicher dans des cavités naturelles dans la forêt ou en bordure de forêt. Alors, c'est soit des vieux arbres, soit une branche cassée qui fait comme un creux, ou même un arbre en train de pourrir, puis l'endroit où il y avait une branche, ça a fait comme un trou. On voit ça souvent. Donc, vu qu'on n'a pas tant que ça d'arbres chicots, on va appeler ça comme ça, ou d'arbres malades dans notre cour, oui. Plusieurs espèces, j'ai même trouvé à un moment donné un chiffre qui disait qu'au Québec, on a à peu près une quarantaine d'espèces d'oiseaux qui nichent dans des cavités naturelles, dans des trous d'arbres. Et de celles-là, il y en a une vingtaine qui peuvent accepter un nichoir artificiel. Le meilleur exemple qu'on pourrait prendre, c'est le merle bleu. Le merle bleu, initialement, nichait dans des piquettes de clôture, dans les fermes, dans le temps où on avait des poteaux de clôture en bois. Et aujourd'hui, étant donné qu'il n'y a pratiquement plus de clôture, puis encore moins de poteaux de bois, c'est le nichoir qu'on peut construire, c'est le nichoir classique, bien rectangulaire, avec un trou d'1,5 pouce. Et on trouve des plans sur plusieurs sites Internet pour le merle bleu. Puis après ça, il faut faire attention où on l'installe. Le merle bleu a besoin des grands espaces. Il a besoin que ça soit dégagé, puis il faut quand même que ça soit relativement tranquille. Oui. Si tu mets ça dans ta cour, c'est l'endroit où tu passes la tondeuse à tous les 2 jours, ben là, tu as peu de chances d'avoir un merle bleu qui va s'établir là. J'en profite pour dire la meilleure source d'information que j'ai trouvée, moi, pour construire, si on veut construire des nichoirs pour des espèces spécifiques, c'est d'aller sur le site de l'université Cornell, qu'on appelle Cornell Lab. Eux autres, ils ont un projet qui s'appelle Nest Watch, surveillance de nid. Et le site web, c'est nestwatch.org. Et je suis allée il y a quelques minutes à peine, justement, puis on peut avoir un plan très détaillé de chacun des nichoirs qu'on peut construire pour toutes les espèces, comme par exemple le merle d'Amérique, le merle bleu, même la crisserelle d'Amérique. J'ai même vu le petit grillage pour la tourterelle triste. Et les mesures sont faciles à suivre, c'est très facile à faire. Et au moins, ça donne des mesures qui sont reconnues, si tu veux, par des scientifiques ou des gens qui ont fait des projets de recherche. Fait que ça peut être intéressant. Oui, parce qu'il faut savoir que chaque oiseau a vraiment des préférences extrêmement spécifiques en termes de quelle grosseur le trou doit avoir. S'il est trop petit, évidemment, il ne rentre pas, mais s'il est trop gros, ça peut laisser rentrer des prédateurs. Donc, il y a vraiment, là, chaque oiseau a comme des préférences, même d'orientation. Des fois, le trou doit être orienté dans telle direction pour pas que le soleil tape trop fort, puis des choses comme ça. Là. Donc, c'est vraiment important de vérifier. On ne peut pas simplement poser ce que les gens appellent des cabanes à oiseaux sur n'importe quel arbre, puis penser que les oiseaux vont nécessairement l'adopter. Non, c'est ça. Ou peut-être, enfin, les étourneaux, des moineaux, des fois, sont assez
sont pas trop difficiles, mais pour certains oiseaux spécifiques, ben là, ils ont quand même des préférences très strictes. Oui, pas si strict que ça. C'est-à-dire, pour certaines espèces, oui, mais par exemple, si quelqu'un va voir sur Internet et trouve le nichoir standard pour le merle bleu ou pour l'hirondelle bicolore, moi, j'ai vu des troglodytes familiers nicher dans ces nichoirs-là, les mésanges à tête noire, les citelles à poitrine blanche. Et même récemment, j'ai acheté un nichoir à quelqu'un qui en fait des très bons avec les bonnes spécifications. Et lui me disait que sa plus grande surprise, ça a été que son nichoir a été habité par un polatouche, qu'on appelle l'écureuil volant. Ah oui. Et pourtant, moi, je regarde le trou puis je me dis comment le polatouche a fait pour rentrer. C'est un trou d'1,5 pouce, mais il a ouvert la porte et le polatouche était là et il avait construit son nid. Donc, on a la preuve que le nichoir peut servir à plus d'une espèce d'oiseau. Et même de non-oiseaux. Ben, écoute, la personne devait être très contente. J'aimerais savoir ça dans ma cour, là. Ah ben oui, ça doit être intéressant. Oui, puis ce qui est important aussi, par contre, c'est l'endroit où on le place. Parce que la mésange à tête noire va peut-être accepter davantage que ce soit dans un milieu un peu plus fermé où est-ce qu'il y a des arbres. Alors que le merle bleu, le même nichoir ou l'hirondelle bicolore, il faut que ça soit dégagé, il faut qu'il y ait un champ. Puis l'hirondelle bicolore, elle aime bien ça quand il y a de l'eau pas loin. Donc, c'est aussi l'endroit qui va être important. Fait qu'il faut vérifier selon l'endroit où on reste si c'est propice aux différentes espèces qu'on veut établir. Là. Oui, si vous habitez une érablière dans les Laurentides, vous avez beau attendre, il n'y aura probablement pas de merle bleu qui va venir s'installer au milieu de votre forêt. Là. Ben, c'est ça. Puis non plus dans le centre-ville de Montréal. Là. Non, évidemment. J'en profite, en fait, parce qu'on a discuté tout à l'heure pour faire un plaidoyer, parce qu'on parle justement des cavités naturelles, etc. Puis un des problèmes dans les aménagements, c'est évidemment, pour la plupart des gens qui ont une cour de l'espace limité, un arbre mort, c'est pas vraiment beau. Puis ça, disons que ça fait plus d'ombre, donc c'est un petit peu moins tentant de le garder. Puis dans les forêts aussi, ben, les gens qui se chauffent au bois vont prioriser de couper les arbres qui sont déjà morts en se disant, bon, ben, c'est bon, il est mort, on peut le récolter. Puis, ça fait en sorte quand même que les oiseaux qui les utilisent pour nicher ont de la difficulté des fois à trouver des trous parce qu'il reste simplement pas assez d'arbres morts dans nos paysages. Puis, si vous avez l'espace de laisser en place certains arbres morts chez vous, ben, ça peut être une bonne idée de le faire parce que ça aide beaucoup les oiseaux d'avoir accès à cette ressource-là. Oui, puis je suis bien d'accord. Puis on pourrait, ce sujet-là, des chicots et de la hantise des gens, quand ils voient un arbre mort, ils disent « Arc, c'est mort ». Alors que même dans l'Ouest canadien, ils ont d'ailleurs donné un surnom à ces arbres-là. Ils les appellent les arbres à faune. Parce qu'une fois que l'arbre est blessé, mourant, malade, il y a toute une vie à l'intérieur de cet arbre-là. C'est incroyable. Et autant il va nourrir les oiseaux puis il va leur permettre de nicher, autant il va permettre la croissance de champignons, de larves d'insectes. J'ai vu à un moment donné, en hiver, un arbre avait cassé, un arbre mort. Et à l'intérieur, on voyait qu'il servait de fourmilière parce que toutes les fourmis étaient congelées. Qu'est-ce que tu penses qu'il y avait autour de cet arbre-là en plein hiver? Plein de pics. Les pics chevelus, les pics mineurs avaient tous trouvé le jackpot. Puis ils mangeaient de la fourmi congelée. Tu sais. Et puis, donc, l'arbre avait beau être mort, ben là, il servait à nourrir les oiseaux dans une période où ils n'ont pas beaucoup de nourriture. Et moi, je t'avoue que, personnellement, j'aimerais ça en avoir des arbres morts dans mon terrain. Là. Mm-hmm. Puis, je vais peut-être en avoir bientôt. Malade. Mais moi, je pense que la seule raison de couper un arbre mort, principalement, c'est quand on veut pas qu'il soit un danger pour les gens qui passent en dessous. Par exemple, je sais pas moi, si l'arbre a plein de branches mortes, puis que si ça tombe, ça arrache les fils du voisin, les fils électriques, ou si ça tombe sur le toit de la maison. Sur la maison, oui, évidemment, c'est ce que j'allais dire. Bon, on comprend évidemment de ne pas laisser un arbre si c'est un danger pour vous, là, mais oui. C'est ça. Sauf que même là, tu peux le couper à une vingtaine de pieds. C'est rare que le tronc va tomber lui-même. C'est les branches souvent qui vont tomber. Fait qu'il y a moyen de couper les branches. Et même, une fois que l'arbre est coupé, quelqu'un pourrait construire un gros nichoir pour les pics et rajouter des possibilités. Le trou serait déjà fait et peut-être que des pics vont venir nicher. Tu sais. Ah oui. Fait que ça pourrait être intéressant, ça aussi. J'aimerais peut-être qu'on termine avec un dernier sujet. Je sais que c'est un sujet qui est extrêmement vaste, mais là, j'aimerais quand même qu'on en dise un mot à propos de l'éthique d'observation. C'est-à-dire, c'est vraiment extrêmement plaisant d'avoir des oiseaux qui nichent sur notre terrain, mais peut-être si tu pouvais nous présenter 2 ou 3 petites règles de base sur comment agir une fois qu'on a un nid
pour déranger le moins possible ou comment faire des observations de façon responsable pour s'assurer que les oiseaux soient à même de mener la nichée à terme? Oui, ces règles d'éthique-là, ils peuvent s'appliquer aussi pas juste dans notre cours. Oui, dans la nature en général, oui, mais là, puisqu'on parle vraiment de nidification. En général, c'est ça, quand on se trouve en présence d'un nid, en tout cas, il faut faire attention parce que c'est un endroit, c'est une période dans l'année où les oiseaux sont fragiles. Autant parce qu'il ne faut pas faire fuir les adultes et que les petits se retrouvent sans protection, de un. Et deux, moi j'ai vu encore récemment des gens qui avaient été voir un nid sur leur terrain 2-3 fois parce qu'ils voulaient voir les petits. Mais qu'est-ce que ça a fait? C'est qu'il y avait des corneilles qui surveillaient ce nid-là, mais qui ne l'avaient pas encore trouvé. Ah oui. Fait que les corneilles, pas folles, ils ont suivi les gens qui allaient voir dans la haie de cèdre le nid. Et ils ont fini par trouver les bébés, puis ils ont tous mangé. Ils les ont tous pris. Ah oui. Alors là, c'est la première fois que j'étais consciente ou que j'étais témoin d'un événement comme ça, que parce que les gens avaient, c'était pas de mauvaise foi, avaient voulu aller voir leur nid avec les petits bébés plus souvent, puis les enfants adorent ça, ça a donné des cues des indices aux corneilles, et les corneilles ont trouvé le nid eux autres. Et ils attendent juste ça. Les jets bleus, la même chose. Alors, c'est pire. Là, on parle pas des chats, là. Alors, les chats, dès qu'ils trouvent un nid, moi, j'ai déjà vu un chat rentrer dans une haie de cèdre puis monter dans la haie de cèdre pour trouver le nid de brun chanteur, là. Il grimpait dans la haie de cèdre. Ah oui. Alors, c'est ça. Fait que je pense qu'on essaie quand on sait qu'un oiseau niche dans notre territoire, faut pas nécessairement chercher absolument à trouver le nid. Je pense que déjà, on est content parce qu'on soupçonne que vu que le mâle ou vu que les oiseaux transportent des matériaux, des matériaux et par la suite de la nourriture, on a le nid proche. Je pense qu'il faut les laisser tranquilles puis essayer de retenir un peu notre curiosité. Puis des fois, ça va payer parce qu'on va voir les petits commencer à voler, puis là, on va pouvoir les regarder comme il faut avec des jumelles sans s'approcher. Oui, ou si on sait où est le nid, c'est-à-dire simplement de l'observer de loin le plus possible. Oui. Puis faire attention à notre chat. Je te dis que de ce temps-ci, les chats sont très actifs. Et puis, j'ai vu récemment une dame qui avait 2 chats, puis c'est la première fois que je voyais 2 chats être si bien sur la galerie au frais. Et puis, les 2 chats sont attachés tout le temps. Ils ont toujours un harnais, sont toujours attachés, puis elle dit, ils n'ont jamais connu d'autre chose. Puis elle dit, ces chats sont très heureux, puis ils sont toujours dehors. Mais ils n'ont pas mangé d'oiseaux dans leur vie, là, tu sais, là. Fait que ça me rassure un peu, ça. Disons que le jour où on voudra que la balado devienne virale et alimenter une controverse monstre sur Facebook, je pense que le sujet des chats domestiques, c'est un excellent candidat à ce niveau-là. Je sais que c'est un sujet qui est extrêmement délicat auprès des ornithologues et de ceux qui aiment les animaux en général. Que ce soit leurs chats ou les oiseaux qu'ils observent. Donc, on ne rentrera peut-être pas trop là-dedans, mais idéalement, en période de nidification, porter une attention particulière. Écoute, Camille, merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir présenté ces idées-là. Il y a encore des oiseaux qui vont nicher tout au courant de l'été, certains qui vont avoir même plusieurs nichés. Donc, pensez-y, puis pour leur donner justement ces belles conditions-là pour qu'ils décident de nicher dans votre cour, puis vous puissiez faire ces belles observations. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci, Gaspard. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À tous ceux qui vont profiter de vacances bien méritées cet été, on vous les souhaite pleines d'oiseaux, de découvertes, trouver des nids, trouver des jeunes, profiter de la nidification. On souhaite tous de nous reposer pour pouvoir profiter pleinement de la migration d'automne qui devrait commencer autour de la fin juillet, début août. Comme vous savez, nous, notre automne commence en août. Et on souhaite surtout qu'on puisse se retrouver, recommencer à faire plus d'ornithologie en groupe et pas tout seul. Ça commence, le déconfinement. Et en tout cas, pour ma part, j'ai vraiment hâte de retrouver les gens de mon club d'ornithologie et de pouvoir justement profiter et partager cette passion-là pour les oiseaux avec les gens qui la partagent. On va essayer de ne plus vous laisser, en tout cas sans épisode, pendant un long 2 mois. Ça aussi, c'est promis. Donc, normalement, on devrait revenir à un épisode par mois. À très bientôt.